Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un habitué de cette émission. Il est le porte-parole en France du Parti Joua, l'un des partis d'opposition aux Comores. Le Parti Joua est aussi l'un des partis qui forment la coalition des 11 candidats à la présidentielle du 24 mars prochain. Docteur Jimmy Adam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la présidentielle anticipée dans votre pays, les Comores. Quels sont les échos que vous avez de cette campagne qui est en train de s'achever? La campagne se déroule d'une manière très harmonieuse et très paisible, je veux dire, vu les tensions qui existent au niveau du peuple qui ne veulent pas du candidat Azali, le candidat président Azali. Donc je peux dire que la campagne, elle est sereine, elle se passe dans une ambiance cordiale et plaisante. J'ai vu que tous les candidats à cette présidentielle ont défilé ici en France, presque tous en tout cas, ils sont allés voir la diaspora au fur et à mesure. Et je me demandais quel est le poids de la diaspora dans l'issue de la présidentielle du 24 mars. Le poids est quasiment, concrètement parlant, est nul. Mais sur le plan influence électorale, le poids est énorme. Mais en matière quantitative, elle est existante parce qu'on ne peut pas voter, la diaspora ne peut pas voter. Vous le savez très bien. Donc du coup, qualitativement, oui. Elle a un poids très important et une influence importante. La diaspora ici peut donner des ordres à leur famille là-bas. Quand je dis des ordres, c'est-à-dire peut orienter l'électorat qui se trouve aux Comores pour tel ou tel candidat. Vu que la diaspora, c'est quand même une manne financière énorme pour faire marcher le pays. Vous dites quand même que malgré ce poids quasiment nul, il y a la possibilité d'infléchir la position des gens à l'intérieur du pays. Bien sûr, parce que, vous savez, le revenu du Comorien, qui est basé dans le pays, est à peu près de 1 euro par jour. Oui. Et l'économie comorienne est dépendante de la manne financière de la diaspora. Du coup, comment une famille ne peut pas accepter les orientations de celui qui le nourrit? Donc, les gens qui sont ici, qui sont les principaux fournisseurs en matière de finances, je vais dire en matière de finances, de ceux qui restent au pays, peuvent avoir une influence énorme, peuvent infléchir le vote en faveur de tel ou tel candidat. Oui. Je disais tout à l'heure que votre parti, le Parti Joua, qui n'a pas de candidat à la présidentielle, mais qui soutient la candidature de Mahmoud Ahmada, c'est ça, hein, c'est ça. Fait partie donc d'une coalition de 11 candidats à la présidentielle, c'est ça? Oui. Pourquoi cette coalition? Au fait, c'est justement, merci de m'avoir posé cette question. Oui. Notre hantise, c'est quoi? Nous avons le président Azali Assoumani, avant d'entrer en campagne le 24 mars, le 24 février, a fait sa présentation, c'est-à-dire son parti politique qu'on appelle la coalition de la mouvance, a présenté ses candidats. Et lors de cette présentation, le président candidat Azali Assoumani, avant de prendre congé bien sûr, a crié haut et fort que nous allons gagner ces élections dès le premier tour. Sachant que ce monsieur a été aux élections 2 années auparavant. Et il est positionné en 3e position lors des dernières élections. C'est grâce à l'appui du président Sambi et du parti Joua que Azali a été élu, et même élu, mais pas majoritairement, parce qu'il a eu 45%. Et comme c'est une élection à 2 tours avec une primaire et une deuxième tour, il a été élu minoritairement. Donc je ne vois pas comment ce président peut se prévaloir de gagner dès le premier tour avec les exactions qu'il a commis pendant ce travail. Vous savez que pendant son travail, son mandat là, actuel, vous savez, il a mis des gens en prison. Il a bâillonné la presse. Les droits de l'homme n'existent pas. Il a
c'est un despote, au fait, un tyran, un despote tyrannique. Donc, je ne vois pas comment un despote peut gagner les élections. Ce n'est pas parce que vous voyez beaucoup de gens qui vont dans ces meetings qu'on va dire qu'il va gagner. Pourquoi? On le voit bien, il a tenu des meetings, les images qui nous arrivent des Comores sont incroyables. Il y a tellement de monde autour du président. Il a présenté un bilan devant la presse, c'était il y a quelques jours, une conférence de presse où il a dressé des bilans. Il a même parlé d'une croissance à venir de 3-4 points en plus. Il a même parlé de privatisation des sociétés d'État. C'est un président qui a un cap, il a une vision pour les Comores. La vision de l'émergence, ce n'est que du pipeau. C'est rien du tout. Au fait, comment on peut prédire comme quoi il y a une vision pour le pays, sachant que le PIB de ce pays n'arrive pas à... C'est-à-dire on est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Et dans 10 ans encore, avec son programme d'émergence, on sera encore en arrière. C'est-à-dire qu'il nous faut 40 ans pour pouvoir revenir au PIB qu'on avait aux années d'Ahmed Abdallah. Il nous faut 40 ans. D'accord? Donc, du coup... Vous dites ça parce que vous faites partie du parti Joua, c'est pour ça que vous le dites. Non, c'est pas pour ça. Je suis honnête. Je suis un intellectuel honnête. Je ne vois pas le projet de l'émergence tenir vraiment en haleine les Comoriens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison sans fondement. Les fondements qu'Azali a prospérés dans ce pays actuellement, ce sont des fondements de terreur. Et on ne peut pas bâtir un pays, soi-disant aller vers l'émergence, sans le droit, sans la justice, sans le minimum de prospérité pour pouvoir amener des investisseurs dans le pays. Je ne parle pas d'énergie ni d'assainissement d'eau, ça c'est autre chose. Mais je vous parle du cadre légal pour qu'on puisse faire venir des investisseurs dans le pays. Vous dites que le terrain n'est pas favorable en tout cas, il n'y a pas assez de calme, il n'y a pas assez de sécurité, on va dire, légale dans le pays pour que les gens puissent rêver à aller investir dans votre pays. Vous savez, la sécurité, c'est vrai que quand vous venez aux Comores, vous n'allez pas voir des gens se battre ni quoi que ce soit. Mais une sécurité n'est inéaléable que quand la personne ne souffre pas. Mais comme tous les Comoriens souffrent de la misère, il ne peut pas y avoir de sécurité, même s'il n'y a pas des gens qui s'entretuent. Mais il n'y a pas de sécurité. Et en plus de ça, on nous ajoute la répression militaire et barbare de ce régime. Vous savez combien y a-t-il de gens qui sont morts ou qu'on n'a pas élucidé les morts? On ne peut pas le dire. Moi-même, je ne peux pas les compter parce qu'à chaque fois, on trouve des cadavres dans la rue. Mais on ne peut pas le dire parce que le procureur n'ouvre pas des enquêtes. Et moi, je ne sais pas d'où viennent ces morts. Pourquoi en 2 ans, on a autant de morts alors qu'avant, il y avait un mort suspect tous les 10 ans? En 2 ans, il y a 7 morts suspects. 7 morts suspects. Là, c'est ce que j'ai compté. Et quand vous dites 7 morts suspects, à quoi pensez-vous? Ils sont morts de quoi? C'est le climat. C'est le climat. Je ne peux pas dire que c'est tel ou tel qui l'a tué puisque c'est suspect. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc, je ne peux pas avancer des hypothèses sur ces morts-là. Mais vous trouvez ça inquiétant? Pour moi, c'est inquiétant. Un pays, un havre de paix comme les Comores, qui n'a jamais eu de cadavre dans la rue, d'accord? Et que maintenant, tous les 5, bon j'exagère, mais tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on trouve des cadavres dans la rue. C'est vraiment inquiétant. On va revenir à cette élection présidentielle. Vous disiez donc que ce qui a motivé le regroupement de 11 candidats dans cette coalition, c'est surtout par rapport à la déclaration du président Azali qui dit moi, je veux gagner au premier tour. Et vous voulez dire il ne gagnera pas au premier tour, c'est ça? Non seulement ça, il n'y a pas que lui, mais son ministre, le 14 mars dernier, son ministre de l'Intérieur, le kiki de la République que vous entendez parler, il a déclaré lors d'une inauguration d'un quartier général d'une cellule pour les élections du candidat Azali. Il a dit, comment voulez-vous qu'Azali perde les élections alors que c'est moi, le ministre de l'Intérieur, qui vais déclarer les résultats? Donc, il n'y a pas possibilité qu'il les perde. C'est moi qui vais les déclarer de ma propre bouche. Donc, je vais prononcer le nom d'Azali. Vous voyez ça? Donc, le discours d'Azali,
la déclaration de son ministre de l'Intérieur nous amène à suspecter le déroulement de ces élections qui vont se dérouler normalement. Donc pour nous, le collectif, et c'est un collectif qui a été constitué par les 11 candidats afin de voir toutes les instances qui vont ériger et qui vont dérouler ces élections, que ces instances travaillent dans le cadre de la loi. On espère que le président de la CNI, le président de la Cour suprême respectent les lois qui existent. Il y a la loi électorale qui est là, donc il faut qu'ils respectent. On a voulu, justement, le collectif de 11 candidats voulait que, vous savez, il y a eu une charte que Azali lui-même, quand il était candidat, une charte des élections de 2016, qui a été signée par tous les candidats, afin que chaque candidat ait un représentant dans chaque étape de ces institutions. Et là, ils ont refusé. Le ministre de l'Intérieur a refusé et le président de la CNI, mais ça a été demandé avant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'informations. Mais le président de la CNI, il n'y a que la loi qui va être appliquée, rien que la loi. Et on espère qu'il va appliquer la loi. Pourquoi vous les suspectez, tous ceux qui sont engagés dans l'organisation du scrutin? La commission électorale va faire son travail, la Cour suprême va proclamer les résultats, va connaître du contentieux électoral. Je ne comprends pas pourquoi l'opposition dans votre pays suspecte déjà les organismes et les institutions chargées d'organiser les élections dans votre pays. C'est un procès en sorcellerie que vous leur faites. Non, ce n'est pas un procès en sorcellerie, mon ami. Ce que je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. La Cour suprême a validé en première lecture les candidatures à la présidentielle et au gubernatorial. Et ils reviennent après, quelques jours après validation, chose qu'on n'a jamais vue. Parce que qui valide avant? C'est la CNI. Il les passe à la Cour suprême pour le dernier mot. Et après, pour les présidentielles, c'est la Cour suprême. Donc, la Cour suprême a validé, dont notre candidat, Ibrahim Mohamed Souleh, et Mohamed Ali Swali, dit Mamadou. Ils étaient validés. Et par micmac, par des espèces de jeux de rôle, Ibrahim Mohamed Souleh, SMS et Mamadou et Souleh, ils ont été relégués au second plan. Pour fausse déclaration pour l'un. Non, mais c'est qu'on a toujours cherché, on a demandé vous savez, il a fait un recours. Il a fait un recours, Mamadou, pour sa déclaration de patrimoine. Mais les gens de la Cour suprême, les juges, ont dit, effectivement, il n'y a pas eu d'enquête, mais c'est comme ça, on a pris la décision. Voilà ce qui a été dit. La décision de la Cour suprême est sans recours, en l'absence d'une... Mais je ne sais pas encore, mais il y a eu un recours quand même. Parce que Mamadou a fait un recours et ça a été revu. Mais comme vous le savez très bien, les juges n'ont pas tenu compte. Ils ont tenu compte du recours, c'est-à-dire de la requête, mais ils n'ont pas donné suite à cette requête. On va essayer de rassembler nos pensées pour que les téléspectateurs nous suivent. Aux Comores, dans votre pays, il y a donc une élection présidentielle anticipée le 24 mars prochain. Il y a 13 candidats. D'un côté, le président Azali, qui est un président sortant, donc qui remet son mandat au bout de 3 ans à la tête de votre pays en jeu, pour pouvoir rester au pouvoir un peu plus longtemps, parce que la Constitution a été modifiée, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et il y a un collectif, vous le disiez tout à l'heure, de 11 candidats de l'opposition. Et votre but, c'est d'empêcher, donc, dites-vous, le président Azali de s'autoproclamer vainqueur dès le premier tour. Oui, c'est notre but, c'est le but du collectif de 11. Pourquoi n'avoir pas désigné tout simplement, dès le départ, un seul candidat que vous soutiendrez contre vents et marées? C'est une bonne question que moi-même je l'avais pensé. Et vous savez, les turpitudes politiques font que les candidats ont été désignés par chaque parti. Mais il y a des candidats indépendants. Maintenant, le fait de faire ce collectif, c'est essayer de mutualiser les efforts, les énergies possibles, justement pour la sécurisation. Et je lance un appel
aux instances internationales, aux organismes internationaux, qu'il ne faut pas qu'ils laissent les Comores se faire, c'est-à-dire prendre le chemin du Rwanda de 1994. Pourquoi vous exagérez si Je n'exagère pas, je dis. Hein, parce que telle que la situation elle est, aucun Comorien maintenant ne va pas se laisser usurper de son vote. Et ce que je vous ai dit là, la déclaration du président candidat, la déclaration de son ministre de la Santé, de l'Intérieur, excusez-moi, augure quelque chose qui me semble louche, qu'on va aller vers un affrontement. Parce que les gens que je connaisse là-bas, les citoyens ne vont pas accepter qu'on leur vole leurs élections. Le hold-up électoral qu'a préparé le gouvernement ne va pas avoir lieu parce qu'il y aura contestation. Et j'espère que l'armée ne prendra pas part dans cette contestation. D'où mon inquiétude qu'on arrive à se battre entre nous. C'est ce que j'appelle la rwandisation aux îles Comores. On ne vous le souhaite pas en tout cas, ce n'est pas votre souhait, c'est justement pour ça que je lance cet appel à la communauté internationale. Il y a des observateurs qui seront à votre élection ou pas? Oui. Bon, on nous dit qu'il y aura inquiétez-vous Non, parce que vous connaissez, s'il y a 30 observateurs pour 731 bureaux, est-ce qu'ils seront dans les 731 bureaux de vote? S'il y a 30, je ne sais pas combien il y en aura. Et c'est pour cela que je lance cet appel aux organismes internationaux qui nous envoient le maximum d'observateurs afin que chaque bureau puisse avoir au minimum 2 observateurs. Pourquoi l'opposition comorienne ne s'organise-t-elle pas elle-même pour avoir des représentants comme la loi électorale le prévoit dans chaque bureau de vote et sécuriser le vote? La sécurisation, elle est d'abord interne. C'est-à-dire, le collectif des 11 se sont organisés. Par exemple, s'il y a des petits candidats qui ne peuvent pas envoyer dans chaque bureau de vote, ils vont prendre en charge, par exemple, 2 ou 3 bureaux de vote. Et les autres partis, comme le mien, notre parti s'est organisé. Il y aura au moins 2 assesseurs dans chaque bureau de vote. Parce que c'est la loi qui nous autorise à avoir 2 assesseurs. Donc, il y aura les 2 assesseurs. Il y aura d'autres partis, d'autres candidats qui vont envoyer. J'ai entendu que Campagnard aussi se prépare pour envoyer dans tous les bureaux de vote des assesseurs. Donc, c'est ce que je vous dis. Comment voulez-vous que si maintenant on comptabilise, on fait les résultats, et puis après, on les met sur papier. D'accord? Et qu'après, on dit comme quoi ce bureau de vote a été usurpé de son vote. Comment voulez-vous que les gens réagissent? C'est des choses qui sont déjà arrivées dans votre pays? Oui, mais nous avions un semblant de démocratie. Un semblant, je vais dire. Mais aujourd'hui, on est sous la dictature. Il n'y a jamais eu dans ces élections qui sont passées des candidats ou des ministres qui proclament « nous allons gagner dès le premier tour ». Parce qu'on ne peut pas gagner. Aucun candidat ne peut gagner au premier tour. Je vous dis comment pour que les téléspectateurs comprennent. On est malheureusement presque à la fin, rapidement. Alors. Rapidement. C'est-à-dire, presque le premier tour, il n'y a que des candidats issus d'une île. Et le régionalisme va jouer beaucoup sur l'électorat. Et dans l'île de la Grande Comore, d'où viennent les candidats, il y a 11 candidats et il y a 7 régions. Donc, il y a des régions qui seront, vous voyez, comment dirais-je, des régions qui seront partagées entre candidats. Et je ne vois pas Azali gagner, avoir 51%. Ou 50,1% dès le premier tour, je ne vois pas. Du coup, si je suis votre théorie et on va conclure là-dessus, vous dites donc ce soir que tout résultat qui donnerait le président Azali Assoumani vainqueur dès le premier tour de la présidentielle anticipée aux Comores le 24 mars prochain serait un résultat suspect. Ça, c'est sûr, puisque je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour vous donner les calculs exacts parce que je les ai. Je pourrais les montrer. Le président ne pourrait pas gagner au premier tour. Il a eu, je vous dis, en 2016, il a eu 14% à la Grande Comore. Avec les 14% à la Grande Comore, il faut qu'il fasse 78% à Anjouan et fasse 40% à Moélie. Pour qu'il puisse avoir 50,1% au total. Et vous dites que c'est impossible. En juin, vous croyez que les Anjouanais vont voter quelqu'un qui les hait comme ça? Non.
Vous parlez de haie? Oui, il l'est. Il n'aime pas les Anjouanais. C'est l'ancien ambassadeur aux Nations Unies qui l'a dit. C'est pas moi. Salih Mohamed Salih l'a dit. Que Azali déteste les Anjouanais. Et vous croyez que les Anjouanais, à 78%, vont... Alors là, je ne vois pas un peuple... Les Anjouanais, c'est des Comoriens, non? Mais je n'ai pas dit que c'est... Pourquoi ils ne voteraient pas pour le président Azali? Parce que Azali ne les aime pas. Ça a été dit par un haut responsable, un haut fonctionnaire de l'État. C'est pas moi. Et vous, en répétant ça, vous n'alimentez pas le feu? Je n'alimente pas. Je sais que les gens sachent qui ils ont affaire. Azali n'est pas quelqu'un à diriger ce pays parce qu'il a toujours veillé à ce qu'il y ait des troubles. Lui, ce qu'il veut, c'est s'enrichir, être bien. Les despotes, c'est comme ça. Ils veulent rester et s'éterniser au pouvoir. On l'a vu en Afrique. Quel exemple il nous a donné? Il nous a donné l'exemple du Sénégal en faisant son premier meeting. Oui. Comme quoi, au Sénégal, Macky Sall a gagné la première fois. Mais Macky Sall, il n'est pas comme lui. Ce n'est pas les mêmes personnes. Et Macky Sall, il a fait une politique chez lui. Il n'a jamais... il a mis des gens en prison, certes, mais... dans le droit, dans un processus qui a été établi dans le droit. Oui. On n'a jamais contesté l'emprisonnement du fils de Wade. On n'a jamais contesté. Peut-être les peines étaient lourdes, mais le processus a suivi son cours. Pas comme lui. Vous aimez les dictatures soft, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, aimer les dictatures soft, c'est un très gros mot. Je ne suis pas un dictateur, mais j'essaie de lui dire qu'il ait les pieds sur terre et qu'il ait la tête sur les épaules. Il ne faut pas qu'il prenne des exemples comme ça, à tourbillon. Non, Azali doit rester humble et savoir qu'on ne l'aime pas et qu'il va dégager le 24 mars. Docteur Jimmy Adam, merci infiniment. Porte-parole en France du Parti Joie, vous faites partie donc, votre parti fait partie de cette collectif, de ce collectif des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle. Vous ne voulez pas du retour ou bien du maintien au pouvoir du président Azali au soir de l'élection anticipée du 24 mars prochain. Merci infiniment. Merci, Mohamed, et merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.